Hello, je vous retrouve, nous sommes le lundi 4 novembre, donc encore une fois, j'ai pas pu vous prendre aussi vite que je le pensais et je reviens pour vous parler un peu de mes lectures. Normalement, je vous aurais inséré quelques images avant d'une petite visite rapide qu'on a faite, chez Cultura avec un de mes loulous. Bon, il avait eu de l'argent pour son anniversaire, donc il s'est fait plaisir, quoi. Il s'est pris, des trucs sur le foot, du coup, il jouait à 2 avec son frère, pardon, avec ça, donc c'est coolos, ça les occupe, ils aiment bien, du coup son frère veut le même, donc on y retournera certainement. Et puis sinon, je vais vous montrer un peu mes dernières lectures. Alors quand même, je suis Cultura, j'y allais pour un livre en particulier, je ne le trouvais pas. Je dis que le pot que j'ai, ils vont pas l'avoir si. Il en restait un broché et un relié. Moi, je voulais le relier parce que j'ai le tome 1 en relié. C'est Les Dieux déchus, le tome 2, The Sunbringer de Anna Kanner, Kanner, oui, chez De Saxus. Le tome 1, c'est The God Killer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait pas mal parlé en début d'année. On suit une jeune femme qui a perdu toute sa famille à cause des dieux. Et dans ce monde-là, les dieux ne sont pas du tout aimés. Et elle est devenue une tueuse de dieux. Et malheureusement, elle va faire la rencontre d'une petite fille, d'un dieu et d'une petite fille. Or, ce dieu et cette petite fille sont très liés. Le dieu a perdu la mémoire. Et si elle tue ce dieu, elle tue la petite fille en même temps. Donc, évidemment, c'est pas une criminelle, c'est pas une tueuse d'enfants. Donc, ils vont essayer de trouver une solution pour faire en sorte que la petite fille et le dieu ne soient plus liés. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pas trop lu voilà, la quatrième de couverture pour pas trop me spoiler, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver d'occasion, donc du coup je l'ai pris comme ça directement. Bon, j'ai eu de la chance parce que c'est le dernier qui est resté. Sinon, j'ai lu, j'étais en train, je crois que je vous avais présenté mes dernières lectures. J'ai fini de feuilleter le dernier livre oracle que j'ai reçu des éditions Château d'Âme, Message secret des Book of Friend, de Claire Lévesque et Dalila Benhabib, qui sont sur Instagram sous le nom de Viens, on lit. Donc toujours, vous avez toujours la même idée qu'avec Message éclairé de Jane Austen, pardon, et message créatif de Coco Chanel. Vous avez voilà, toute une explication. J'aime beaucoup toujours leur charte graphique. Là où c'est bien fait, parce que moi je suis pas très très romance, j'en lisais pas mal avant, surtout de la romance historique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est bien expliqué, ils reprennent bien les différents genres de romance et les différents tropes qu'il peut y avoir, enfin, thèmes qu'il peut y avoir dans les romances. J'essaie de vous trouver une page un peu plus, voilà. Ensuite, on a des cartes oracles comme ceci qu'on peut tirer et qui représentent chacune un book boyfriend. Alors, il y en a, je vous avoue, je ne les connais pas. Alors, quand ils ont noté le nom, là, ça allait. Adam Carlsen, je ne sais plus. Donovan Wolanski, je ne sais plus non plus. Il faut que je regarde le livre. Il y avait qui Vaden Riorson, ça c'est dans Force Wing. Donc là, ça va. Mais heureusement qu'il l'avait noté parce que je n'aurais pas retrouvé. Castel d'Anir, ça c'est dans Le sang et la cendre. Vous avez Rysande à Cotard. Ici, nous avons Monsieur Darcy, mon préféré. Hardin Scott, ça doit être dans... comment ça s'appelle ce truc? C'est New Romance, je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié. Edward Cullen, évidemment. En plus, on a un petit indice avec les dents de vampire, donc c'est pour Twilight. On a Aaron Warner, je ne sais plus non plus dans quel... Qu'est-ce qui est tombé? Il y a un truc qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Pita Mellark, bon, ça c'est dans Hunger Games. Donc là, jusqu'ici, ça allait. Atlas Corrigan, je crois que c'est dans Jamais plus de Colin Hoover. Et Garrett Graham, donc apparemment c'est un hockeyeur, mais je ne connais pas. Donc ça va, le livre, il reprend les différents book boyfriends, comme on les appelle maintenant, et ça permet de s'y retrouver un peu mieux. J'ai terminé aussi Le Rivage des femmes. Bah oui, j'ai un morceau de tissu qui est tombé, je ne sais pas d'où il vient. Le Rivage des femmes de Pamela Sargent, j'ai édition Nemos, qui a vraiment été une très très bonne lecture. C'est un roman SF d'anticipation où matriarcat et patriarcat sont inversés. Ce sont les femmes qui maintenant régentent le monde. Suite à des catastrophes naturelles, elles se terrent dans des... Enfin, elles se terrent. Elles vivent dans des cités protégées où elles ont tout le confort. Et puis les hommes, eux, vivent à l'extérieur et on les considère comme des sauvages, voire comme des abominations. Et puis on va suivre trois points de vue. Celui de Lessa, qui est une jeune femme, elle vient juste de devenir femme,
et sa vie va être bouleversée par beaucoup de choses. Elle va ouvrir un autre, enfin poser un autre regard sur la cité dans laquelle elle vit, sur les lois qui régissent un peu cette cité. On va suivre la voie de Harville. C'est Harville, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Harville, c'est ça qui est un homme qui vit à l'extérieur, qui est un chasseur et qui a un beau personnage masculin d'ailleurs. Et puis un peu plus loin, on va suivre Birina. Alors elle, c'est marrant parce que c'est elle qui est au cœur de l'action au niveau du livre, puisqu'elle est chassée de la cité pour complicité de crime avec sa mère. Et c'est elle qu'on entendra en dernier, en fait. Ce sera le dernier. La première partie, c'est vraiment les points de vue de Lessa et de Harville. Et on entendra Birina que par la suite. Et vous imaginez un peu deux femmes qui sont balancées comme ça dans un monde déjà en pleine nature. Elles n'ont pas l'habitude. Et en plus, dans un monde d'hommes qui n'ont pas vu des femmes depuis des années. Enfin, pas de vraies femmes en chair et en os, parce qu'il y a tout un système. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, vous imaginez un petit peu leur crainte, y a de quoi. En même temps, vous voyez cet homme-là qui vénère cette femme. C'est vrai que les femmes sont considérées comme des déesses ou comme des incarnations de déesses. Alors, il y a des noms de déesses qui reviennent, comme Marie, Athéna, Hécate, Aphrodite. Voilà, on a plusieurs noms de déesses comme ça qui sont restés, et il y a des sanctuaires pour pouvoir prier, bénir ces femmes. Voilà. C'est assez particulier parce qu'on se dit qu'est-ce qui va arriver à Birina à l'extérieur. En même temps, il y a ce côté où les hommes vénèrent les femmes comme des déesses. Donc on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Donc c'était vraiment passionnant. Et le livre date de 86, je crois. Et franchement, il est encore tout à fait d'actualité. Moi, j'avais peur d'un truc trop pro-féministe, casse-pied avec des lieux communs, et pas du tout, parce que il met aussi bien en avant les défauts du matriarcat que du patriarcat, comment, les sentiments égoïstes, les situations vraiment égoïstes et parfois même très dures dans lesquelles se mettent les uns et les autres, le manque de tolérance que les gens ont les uns envers les autres, même entre les femmes, même entre les hommes. Voilà, c'est vraiment, vraiment d'actualité, et je trouvais que le message de fin était vraiment très 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 beau, porteur de, voilà, de tolérance, de bienveillance, d'espoir. C'est vraiment bien fait, ça a vraiment été une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu aussi, entre-temps, un petit, un petit graphique un petit peu horrifique, Basketfuls of Heads de Joe Hill et Léo Max. Alors, Joe Hill, c'est celui qui a écrit Carrousel Infernal et je sais plus quel. Est-ce que ça va être noté? Nosfera 2 et L'Homme Feu. C'est le fils de Stephen King, enfin un des fils de Stephen King. Et il écrit aussi des comics ou romans graphiques. Là, c'est chez Urban Comics. Vous voyez, ça va être assez sanguinolent. Ensuite, on va suivre une jeune femme. Elle est venue rejoindre son petit ami qui... alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont sur une presqu'île. Et lui, il fait le shérif pendant un mois ou deux. En fait, c'est un petit boulot d'été. Il aide le shérif du coin, enfin les shérifs du coin. Bon, jusqu'ici, tout va bien, sauf que, bien sûr, il y a un pénitencier et il y a 4 prisonniers qui se sont enfuis, dont certains sont loin d'être des enfants de cœur. Et puis, bien sûr, notre jeune héroïne, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, June, et Liam, son petit ami, vont se retrouver face à ces criminels. Et ils sont dans la maison du shérif de cette presqu'île, et qui va être coupé du monde à cause de la pluie. L'eau va monter, donc la bande de terre qui la relie à la terre, voilà, ça va être coupé du monde. Donc on est dans la nuit, on est avec ces criminels qui se promènent, avec ces deux jeunes assez naïfs, assez innocents. Voilà, on est une espèce de huis clos. Et puis, notre héroïne, elle va s'emparer d'une hache, puisque le shérif et son épouse font collection de vieux objets datant de l'ère viking. Et là, on a cette hache qui est assez particulière. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Puisque voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Mais en fait, il y a l'arbre monde Yggdrasil qui est dessiné dessus. Et disons que notre héroïne va devoir très vite s'en servir. Il va se passer quelque chose d'assez étrange quand elle va se servir de cette hache. Donc c'était vraiment bien fait. Il y avait une enquête, il y avait du suspense, du retournement de situation à la fin. Voilà, il y a toute une enquête derrière. C'est vraiment bien fait. Et puis
Il y a toujours un petit côté un peu sarcastique et ironique chez Joel, je trouve, et on le retrouve bien ici et c'est vraiment, un plaisir de lecture. Après ça reste quand même de l'horrifique, hein. Il y a quelques scènes un peu sanglantes, évidemment, il y a une hache. Alors, je suis passée à quelque chose de plus doux. Je vous présenterai, bon, en point lecture, peut-être un peu plus tard, que l'auteur m'avait envoyé. C'est Un soir de décembre, Mission givrée pour sauver Noël de Guillaume Dicaro, où là, on va suivre en fait des enfants qui vivent dans un hôtel particulier. C'est le soir de Noël. On va d'abord faire la connaissance de Petit Fut, qui est un gamin des rues, hein, qui n'a pas de parents, qui est seul, qui se débrouille comme il peut. Et ensuite, on va découvrir cette famille où le père est absent. Il y a la mère, il y a la nounou, il y a la gouvernante, les 4 enfants, et ils attendent leur oncle Honoré, qui est un magicien. Enfin, magicien dans le sens classique du terme. Pas de magie fantastique, mais il y aura bien sûr de la magie et du fantastique dans ce roman. Voilà, ils attendent leur oncle. En fait, tous les ans, il leur prépare des boules de Noël et quand ils les brisent, c'est comme un calendrier de l'Avent avec des boules de Noël, il y a une surprise dedans. Sauf que les enfants vont pas pouvoir s'empêcher d'ouvrir, alors que leur oncle et leur mère sont partis voir un spectacle, ils vont pas pouvoir s'empêcher d'ouvrir la 24e boule avant le 24. Et là, ils vont découvrir quelque chose d'assez étrange. Et puis, ils vont partir dans un tas d'aventures. Ils vont bien sûr croiser le chemin de Petit Fut, ce petit gamin des rues. On va aussi avoir des flashbacks qui vont nous expliquer pourquoi on arrive à cette situation. Bon, c'est un roman à partir de 9 ans, donc on est vraiment dans de la jeunesse. Après, il est quand même assez gros, même si c'est bien aéré. Mais ça peut être lu par des plus jeunes et c'est un joli conte. Par contre, c'est pas un one-shot. Je pensais que c'était un one-shot, mais non, ça appelle carrément une suite par rapport à la fin. Et c'est parfait pour la saison d'hiver et pour la saison de Noël. Alors, par contre, là, je suis partie dans un genre complètement différent. J'ai alterné en fait ces deux lectures. Parce que Violaine de Charnage m'a envoyé son dernier roman, Un conte de neige et de mort, qui est une réécriture de Blanche-Neige. Alors, c'est chez Venin d'encre. Je ne sais pas si vous voyez la couverture avec les reflets. Cette femme voilée avec une couronne. Et c'est attention, hein, c'est marqué pour public très averti, conte noir et horrifique pour public très averti, hein. Donc, Violaine de Charnage, c'est connu, elle ne fait pas dans la dentelle. Donc, n'y allez pas si vous n'aimez pas l'horrifique. Si la moindre chose un peu horrifique vous fait peur, n'y allez pas. En plus, attention, trigger warning, parce qu'il va être question de VIOL, il va être question de... Je ne sais pas si je peux dire le mot, non, on va dire INCESTE, je ne sais pas si je peux dire les mots sur YouTube, voilà, donc il va être question de tout ça, donc attention, voilà, c'est... Il va être question de pédocriminalité, celui-là je sais que je peux le dire, voilà, donc attention où vous mettez les pieds quand même, hein, faut le savoir avant de le lire, donc voilà les 3 principaux trigger warnings. Alors sur le coup, c'est vrai que moi, Blanche-Neige ne m'est apparu pas très sympathique. C'est une petite princesse aimée de sa mère. Alors son père et sa mère s'aiment beaucoup. Le seul ombre au tableau, c'est qu'ils n'ont pas de fils pour pouvoir prendre la succession du roi, pardon. Et c'est la petite princesse de sa maman. Voilà, elle est un peu égoïste. Il y a une scène d'ailleurs qui est, quand elle est gamine, qui est horrible, qui montre tout l'égoïsme et toute la cruauté de l'enfant, hein. C'est... Waouh! Quand même. Voilà, donc déjà, ça commençait bien. Et puis, malheureusement, bah, comme vous le savez, comme dans le conte, la reine va décéder. Et là, l'enfer va se déclencher pour Blanche-Neige. Alors, elle ne sera un moment plus seule pour vivre cet enfer, puisqu'elle va voir une belle-mère, comme dans le conte. Mais sauf que, bon, c'est pas du tout comme dans le conte pour le coup. Là, sa belle-mère a le même âge qu'elle et elle va vivre aussi un enfer. Il y a aussi des ghouls voilà, qui vont... il y a un mélange d'horreur, vous voyez, de choses qui peuvent arriver dans la vraie vie et d'horreur fantastique, voilà, avec ces ghouls morts vivantes qui s'attaquent aux humains. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore vu le prince charmant, mais je suis pas sûre qu'il va y en avoir. Mais ouais, c'est très... Alors, effectivement, il y a beaucoup d'horreur, c'est très dur, mais il y a aussi beaucoup de cruauté. Voilà, je trouve que Violaine de Charnage va vraiment chercher dans les tréfonds de la noirceur humaine, quoi. Au-delà du fait que ce soit un conte de fées, Blanche-Neige, elle va quand même chercher très très loin dans la noirceur humaine. Enfin, je veux dire, ils commettent des actes ignobles, mais bah, jamais ils se remettent en question. Puis ils se trouvent des excuses, quoi. C'est normal, tout va bien, quoi. Et vraiment, et on retrouve vraiment, bah, je dirais, je pense, toute la psychologie d'un bourreau, en fait, ou d'un tueur. C'est-à-dire que
lui, ça lui fait rien de torturer les autres, de les violenter, de les assassiner. Enfin, voilà, c'est vraiment une plongée dans la noirceur humaine, quoi. Parce que les ghouls, à côté, on se dit, bah oui, c'est des ghouls. Bon, bah évidemment, elles essaient de mordre les humains, mais on se dit, c'est un peu dans leur nature. Bon, là, on dirait c'est la nature humaine aussi d'être cruelle. Bah, effectivement, oui, c'est très cruel. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est un tome 1. Il y aura 2 volumes. J'ai adoré. Je l'ai dévoré en 2 soirées, c'est qu'à nous le dire. J'ai adoré. Et j'ai hâte de voir la suite parce que ouais, notre Blanche-Neige, là, elle promet, là, quand même. Mais encore, attention, hein, n'y allez pas si vous n'aimez pas l'horrifique et si les trigger warnings que je vous ai cités vous font un peu peur. Alors, je pense que ces derniers livres-là que j'avais reçus, je ne vous les avais pas encore montrés. Il faut que je regarde l'heure parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste, moi, quand même. Oui. J'ai reçu de J.M. Van Booger Changeur. On va suivre un couple qui va très bien, tout va bien. En plus, ils viennent d'avoir un petit bébé. Sauf qu'apparemment, la sage-femme a un comportement un petit peu étrange. Ici, toujours de J.M. Van Booger, j'ai reçu le tome 1 de Dualité Vérité, où là, je pense on est dans une dystopie, enfin une anticipation. Voilà, apparemment, pardon, je me trompe. Chaque personne possède une puce, je pense, qui permet de le contrôler, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui ne soit plus contrôlé par cette puce. Et j'ai enfin reçu Cœur de magma de premier degré attisé de Chauncey Jungschkin, je prononcerai mal le nom. Voilà, que j'avais demandé à Book on Demand, mais il y avait eu pas mal de... Bon, ça a été un petit peu le bazar pour avoir le livre, mais enfin, il est là. Donc c'est pareil, on va être... alors là, on est dans le Midwest, en 1907, et c'est un jeune homme qui est étranger, qui est lynché pour meurtre alors qu'il est innocent, et défiguré, il veut se venger. J'avoue, celui-là, j'aimerais bien me le faire assez rapidement. En plus, il est assez court et c'est il y a au moins 2 volumes sûrs de sortie, donc j'aimerais bien le faire très rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Et puis, j'essaierai de vous reprendre un petit peu plus tard. Bye bye. Hello, je vous retrouve. Alors, nous sommes, pardon, dimanche, mais je ne sais pas le combien. Bah si, on est le 10 novembre, puisque demain c'est férié, voilà, c'est ça. Donc nous sommes le dimanche 10 novembre, je viens pour clore ce vlog, ce reading vlog, pour qu'il ne soit pas trop long. Je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu Réseau d'Aédalus de C.H. Debourg aux éditions La Joigny, que j'avais reçu lors de la masse critique Babelio. Là, on est vraiment dans des vibes à la Sherlock Holmes, Agatha Christie. Il y a même une référence, je trouve, très forte au mystère de la chambre jaune, puisque voilà, le premier meurtre, on retrouve un homme mort dans son bureau, alors que le bureau était fermé de l'intérieur et qu'on ne peut pas sortir de cette pièce. Ça fait vraiment penser voilà, au mystère de la chambre jaune. Et on a un inspecteur, un détective privé, Bonne Allure, c'est son nom de famille, hein, c'est un Français, qui va enquêter sur ce meurtre. D'autres meurtres vont suivre. Alors, on est en 1954. Le début, par contre, s'ouvre juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc on se doute qu'il va y avoir un rapport voilà, entre les deux époques. Donc vraiment, si vous aimez les vibes à la Sherlock Holmes, à la Agatha Christie, je pense que ça vous plaira. Il y a un petit peu plus d'action à la fin et plus d'émotion, je trouve, et d'attachement au personnage. Il y a aussi beaucoup d'ironie, beaucoup de second degré. Parce que moi, c'est ce que je trouvais qu'il me manquait, notamment chez les Agatha Christie, je suis pas très fan. Pour moi, il manque un peu d'émotion, c'est trop factuel. Bon, là, ici, c'est pas trop le cas. Donc, c'est vrai que c'est une lecture qui m'a quand même pas mal plu. Je vous remonte un peu, la couverture est vraiment très très belle. Et c'est H. Dubourg, donc c'est bien Christophe Dubourg qui a changé son nom. Un peu comme vous voyez, Watson, c'est Watson qui écrit les mémoires de Sherlock Holmes, de ses enquêtes. Ici, c'est le père de C.H. Dubourg qui écrit les mémoires du détective Bonne Allure. Voilà, donc c'est un faux nom en fait, mais c'est bien Christophe Dubourg qui écrit ces livres. J'ai lu aussi en service presse numérique le tome 3 de La quête du temps de Lise Barrault. C'était pas encore le dernier, j'aimerais bien connaître le dénouement final, mais c'est pas encore le dernier, donc ce sera pas pour cette fois-ci. Voilà, donc j'étais contente, je ne vais pas trop vous en dévoiler voilà, parce que c'est un tome 3 et il s'est quand même déjà passé pas mal de choses dans les 2 premiers tomes. Là, on est vraiment plus dans une quête initiatique voilà,
pour peut-être faire face aux dieux, pour faire simple. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je vous dis c'est un tome 3, mais voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et les héros vont prendre une dimension différente puisque dans le premier tome, en fait, on a un jeune homme qui se réveille, il est amnésique. Il se souvient juste que quelqu'un a crié Nick avant qu'il s'évanouisse, donc il pense que c'est son prénom. Et il vient en aide à des gens qui sont attaqués. En fait, ces gens se trouvent être ce qu'on appelle les parjures, c'est-à-dire ce sont des résistants qui luttent contre le roi qui est en place et qui est un véritable tyran, donc il va rejoindre leur rang. On a quand même un petit peu, voilà, les autres ont un peu de suspicion vis-à-vis de lui, parce qu'il, voilà, on ne sait pas d'où il vient, mais même lui, il se souvient de rien, donc c'est un peu compliqué. Il va se rapprocher voilà, d'une des parjures. Puis il va y avoir pas mal de magie dedans, puisqu'on est dans... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous parle de ça, je crois que je vous ai même pas dit que c'est de l'Heroic Fantasy. Donc c'est de l'Heroic Fantasy, donc il va y avoir un peu de magie, tout ça. Un peu, beaucoup de magie. Donc voilà pour vous faire le pitch de départ. Et ensuite, j'ai attaqué, alors là on est dans de la Dark Fantasy médiévale, Solum de Jacques Aubin, livre 1. J'avoue que quand j'ai vu la couverture sur Bookstagram de ce livre, je me suis dit, waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et puis j'ai lu la critique et franchement ça m'a plu. Et l'auteur m'a contacté pour me le proposer en service presse. Donc je suis vraiment super contente et ça a été une bonne lecture en plus. Donc voilà, c'est court malheureusement, mais c'était super. On suit un homme en fait, Yvan, qui il vit avec sa femme. Alors sa femme est veuve, donc elle a déjà 2 filles d'un premier mariage. Et ensemble, ils ont encore un enfant, un bébé. Donc ils vivent comme des paysans, un peu à l'écart du village, très pauvrement. On est durant la guerre de 100 ans, donc c'est un peu compliqué, même s'il y a des périodes de paix. Il y a toujours risque que des mercenaires ou des soldats attaquent à tout moment. C'est pour ça qu'ils sont un peu reculés du village. Et on se rend très vite compte que Yvan, c'est Yvan, je dis pas de bêtises, hein, je suis toujours peur de dire des bêtises sur les prénoms. Mais normalement, oui, voilà, Yvan. Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas dit de bêtises pour une fois sur les prénoms. Enfin, je m'en suis souvenu plutôt. Et on se rend bien vite compte que Yvan, c'est pas un simple paysan, qu'il a dû se battre. Alors, est-ce qu'il a été mercenaire, soldat? Parce qu'en plus, oui, on se rend compte que voilà, c'est quelqu'un qui sait se battre, mais en plus, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez intelligent. Voilà. Chose que même il sait lire. Même un soldat, même un mercenaire ne sait pas forcément lire au Moyen-Âge. Voilà, donc c'est assez secret son identité. Et malheureusement, bon, c'est dans la 4e de couverture, il va perdre toute sa famille. Et il va lui-même être attaqué et il va se réveiller, il va se retrouver avec des gens qui font partie de l'Inquisition et d'une branche assez secrète de l'Inquisition. Mais en fait, là, pour le coup, c'est pas l'Inquisition les méchants. Je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est pas eux les grands méchants. Mais lui, il est surtout animé par une soif de vengeance incroyable, parce qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Puis on sent que c'est un ancien soldat, donc on se dit il a voulu chercher la paix et on lui a pris tout ce qu'il avait et il est à nouveau obligé de se battre. C'est vraiment prenant, c'est vraiment, oui, c'est très sombre. Mais on s'attache très vite à Yvan. En plus, il fait 1,80 m. Alors vous imaginez le géant que ça doit être, surtout au Moyen-Âge, les gens étaient plutôt petits par rapport à maintenant. Voilà, et il y a toute une enquête en fait derrière. Il y a d'autres personnages évidemment. Puis il y a toute une enquête derrière. Donc voilà, vous êtes dans ce Moyen-Âge assez ouais, très dark. Il y a du fantastique, il y a des créatures, et puis il y a une enquête en même temps. Et la fin, c'était... j'arrivais pas à le lâcher, c'était un page turner à la fin, parce que on a l'impression, voilà, il va de plus en plus loin dans son enquête. Yvan, on a l'impression un peu, vous voyez, qu'il est en train de traverser les enfers, là, qu'il va découvrir des choses de pire en pire. Et puis, il y a une course-poursuite et tout. Enfin, c'était vraiment super prenant à la fin. J'ai vraiment adoré. Si vous aimez la Dark Fantasy, je vous le conseille. Il est vraiment très, très bon. Donc, je vais vous laisser ici pour ce vlog, enfin, qui j'arrive pas à 1 heure de vlog. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus durant cette semaine, bonne semaine, je ne sais plus exactement. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et puis, je vous reprendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis bye bye, salut!